Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Je reçois aujourd'hui Rémi Collomb, pharmacien hospitalier au CHU de Nice et membre de la CFPC. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler de beaucoup de choses. On fera un focus sur le concours vidéo du congrès de la CFPC. On va également aborder la gestion des risques en pharmacie, la place de la simulation dans la formation professionnelle et on terminera ce podcast par les réseaux sociaux en pharmacie. Mais avant d'aborder tous ces sujets, et comme c'est la tradition dans ce podcast, Rémi, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tous, je suis donc pharmacien, je suis chef de pôle pharmacie stérilisation au CHU de Nice, assez impliqué donc au niveau de la Société française de pharmacie clinique, la SFPC, où j'ai été vice-président pendant un mandat et demi à peu près. Là, je viens de quitter le CA, on a eu des nouvelles élections. Je ne m'étais pas représenté. Mais je reste actif, que ce soit au niveau du site internet et de 2 groupes de travail. La simulation et la e-pharmacie clinique, c'est un groupe de travail un peu plus récent. Et au niveau local, j'anime aussi avec Cyril Brona, qui est pharmacien à l'hôpital de Cannes, le réseau phare, avec différents projets, notamment médicaments infoservices et d'autres projets de formation. Alors, on va commencer tout d'abord, si vous voulez bien, par un sujet d'actualité, puisque dans quelques semaines maintenant, c'est le congrès de la SFPC. Alors, juste pour information et pour nos auditeurs, nous sommes actuellement pour cet enregistrement en novembre 2019 et le congrès est prévu fin janvier 2020. Alors Rémi, vous coordonnez la 3e édition du concours vidéo de la SFPC dont le thème est cette année « Pas de frontières pour la pharmacie clinique ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous rappeler un peu l'histoire de ce concours ? Alors en fait, au niveau de la CFPC, on a tous les 2 ans un gros congrès et on alterne avec des journées qui sont plus professionnelles. Donc au niveau des gros congrès, le concours vidéo en fait est né à Montpellier. J'avais proposé ça puisqu'en fait c'était pour compléter et de manière un peu plus à la fois ludique et un peu plus moderne. On avait des posters, on était en pleine évolution aussi avec les e-posters, donc c'était aussi notre façon de communiquer que les posters affichés, la partie un peu forum ou communication orale. Et la vidéo, ça permettait aussi de compléter de manière beaucoup plus concrète le retour d'expérience et c'était aussi pour valoriser bien sûr l'ensemble des établissements. Alors on l'a fait de manière un peu évolutive, c'est-à-dire que la première année, comme on ne savait pas trop si les équipes allaient prendre ou pas, on a fait une première édition très humoristique. Donc c'était pour dédramatiser entre guillemets ou pour donner confiance. Donc là c'était plutôt dans le sens à la fois ludique, mais c'était quand même des thématiques bien sûr de pharmacie clinique. La 2e édition donc a eu lieu à Lille lors de notre congrès en 2018. Donc là on a calé par rapport au nouveau modèle de pharmacie clinique qui avait été élaboré justement en cette période au niveau de la CFPC. Donc là, on a eu pas mal de retours d'expérience. L'idée, c'était d'illustrer de manière concrète comment on pouvait le déployer. Donc ça faisait le lien toujours entre les supports ou la partie référentielle et la vidéo. Et là, pour cette 3e édition, donc pour notre congrès de Marseille, effectivement fin janvier, on garde le fil conducteur qu'on a retenu, c'est-à-dire pas de frontières. Donc notamment pas de frontières ville-hôpital. Donc là, c'était tout ce qui est lien avec les pharmaciens d'officine, interpro, mais aussi territoire, donc un peu la réflexion pour la GHT, les liens publics-privés par rapport à ça. Alors maintenant que vous nous avez présenté ce concours 2020, qui et comment peut y participer ? Alors depuis le début, c'est très ouvert, parce qu'en fait toutes les structures, qu'on soit public-privé ou de ville, peuvent y participer. Donc c'est vraiment très libre et finalement il y a relativement peu de contraintes, parce que maintenant pour filmer, que ce soit avec des iPads ou des téléphones, c'est jouable. Il n'y a que le côté son où on est assez vigilant parce que c'est plutôt là où les difficultés sont un peu techniques. Mais autrement, le fait de vidéo et autres sont maintenant assez libres. Donc c'est vraiment très ouvert comme concours. Et la date limite pour envoyer les vidéos est au 27 décembre 2019, où les candidats peuvent trouver toutes ces informations sur ce concours. Alors, toutes les infos sont sur le site internet de la SFPC, donc www.sfpc.eu. Et c'est assez simple, c'est une vidéo de 4 minutes environ,
Et il faut juste faire attention, donc comme je l'ai dit, au niveau technique, au niveau du son, pour que ce soit de bonne qualité. Mais maintenant, on a vu avec les éditions précédentes qu'on a vraiment affaire quasiment à des professionnels. L'autorisation de droit à l'image, à la fois bien sûr des professionnels, mais surtout pharmacie clinique, s'il a des patients, donc soit essayer de flouter, soit avec leur accord, parce qu'ensuite les vidéos sont également sur notre chaîne YouTube de la CFPC, et même les images pour illustrer, faire attention aux droits d'utilisation. Alors maintenant, on va aborder un autre sujet important en pharmacie, c'est la gestion des risques. On le sait, le circuit du médicament est particulièrement sensible avec des conséquences potentiellement importantes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les notions importantes dans la gestion du risque médicamenteux ? Alors c'est vrai que finalement tous les patients hospitalisés bénéficient d'une prise en charge médicamenteuse, donc ça touche tout le monde. Il y a toute cette notion de médicaments à risque ou plutôt à haut risque, donc on sait qu'ils sont avec un risque particulier, des problèmes organisationnels, parce que finalement dans un établissement on va avoir énormément de circuits différents entre la géronto, les soins critiques, des médecines classiques ou la chirurgie, problèmes de prescription, problèmes d'informatisation, donc c'est assez complexe, multi-acteurs, parce qu'il y a plusieurs médecins, le lien communication entre médecins et infirmiers, le lien avec la logistique. Et les grands fondamentaux sont finalement d'essayer justement d'y travailler avec les différents volets, ce qu'on appelle a posteriori, c'est-à-dire on part des événements et on va essayer d'analyser les causes, ce qu'on appelle les causes profondes, finalement pourquoi c'est arrivé. Donc là, on a les méthodes, notamment Remède, qui avaient été élaborées à l'époque par la CFPC, où on va chercher non pas le coupable, le qui, mais plutôt le pourquoi et le comment, finalement, pour éviter qu'un tel incident ne survienne de nouveau. Et on peut bien sûr y travailler sur ce qu'on appelle les échappées belles, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas allés au bout, c'est-à-dire sans atteinte du patient, parce que finalement, aujourd'hui on a arrêté, avec un peu de chance ou autre, mais peut-être que demain ça arrivera ailleurs. Donc là, c'est tout ce qu'on appelle plutôt analyse d'incident. On essaye de travailler aussi ce qu'on appelle les cartographies de risque, donc là c'est plutôt une analyse en amont, a priori, pour éviter justement qu'un incident ne survienne, mais finalement on va redécrire le processus, on identifie des zones à risque qui peuvent être organisationnelles, de formation et autres, et d'essayer de ce qu'on appelle les barrières, essayer d'éviter qu'un incident ne survienne. Et enfin, ce qui est vraiment fondamental et qu'il faut vraiment développer, c'est tout ce qui est retour finalement d'expérience, parce que finalement ce qui est arrivé dans telle unité, très vraisemblablement elle aurait pu arriver dans une autre unité de soins. Donc tout ce qu'on a travaillé avec les équipes, avec l'unité A par exemple, il faut le développer. Quand c'est pertinent bien sûr et de manière anonyme, l'objectif c'est vraiment de diffuser les recommandations aux autres unités qui pourraient être éventuellement concernées. Et tout ça c'est lié finalement à ce qu'on appelle la culture sécurité qui fait défaut. C'est-à-dire que finalement on a toujours la difficulté bien sûr de déclaration des incidents. Pharmacovigilance, déjà, on ne déclare pas trop alors que c'est lié au produit, donc finalement on n'y est pour rien, mais déclarer ses propres erreurs ou déclarer les erreurs des collègues sans tomber sur le côté un peu délation, c'est pas toujours évident. Et c'est surtout ces nouvelles approches qu'il faut travailler en termes de culture sécurité et gestion des risques au sens un peu plus large. Alors vous l'avez dit, la SFPC a beaucoup travaillé sur cet aspect de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents travaux qui ont été produits par la société sur ce sujet ? Alors historiquement, avec une étude qui avait été pilotée par Edith Dufay de Lunéville, donc avec un groupe assez conséquent, on avait élaboré et validé la méthode Remède, qui pour revue d'erreurs de médication, qui permet de détailler avec différentes dimensions, à la fois le patient, le produit, l'organisation, et ainsi de suite, pour vraiment avoir une analyse systémique. Donc on a développé cet outil qui est maintenant assez déployé. Et le deuxième outil, plutôt approche qu'on avait développé au niveau de notre groupe de travail gestion des risques, qui a un peu évolué par la suite, c'est on était reparti du guide qu'avait élaboré l'HAS dans les années 2011-2012 sur la gestion des risques, où ils avaient présenté l'ensemble des outils. Donc finalement, c'était approprié ce guide en le déclinant de manière très concrète, parce qu'avec des fiches réflexes, des retours d'expérience, comment finalement utiliser l'ensemble de ces approches, a priori, a posteriori, l'ensemble des techniques, dans la prise en charge médicamenteuse. Donc ça touchait bien sûr les pharmaciens, mais pas que, ça touchait finalement tous les acteurs qui travaillent sur la gestion des risques de la prise en charge médicamenteuse. Alors maintenant, abordons un autre sujet, la formation par la simulation. Vous avez beaucoup travaillé, Rémi, sur ces initiatives qui permettent de former différemment les professionnels de santé. Alors même si le sujet est vaste, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de la simulation en formation ?
Alors en fait, l'apprentissage, c'est essayer que l'apprenant apprenne mieux et plus vite. C'est ancien, parce qu'on essaie d'aborder un peu le côté interactif depuis à peu près l'Antiquité. Donc finalement, le concept est relativement ancien. La simulation, elle, de manière, je dirais, moderne, avec les bonnes pratiques, est beaucoup plus récente, parce que les recommandations HAS datent de 2012, c'est vraiment hier, ça n'a pas tout à fait encore 10 ans. Donc l'objectif, il y en a deux. Il a un côté éducatif, c'est-à-dire que plus l'apprenant est interactif et participe lui-même à sa formation, il va retenir, parce qu'il va mieux comprendre et autres. Et le deuxième paradigme de la simulation, c'est un côté éthique. Jamais la première fois sur le patient, c'est-à-dire que on va essayer de s'entraîner avant. Alors c'est majeur bien sûr pour tout ce qui est plutôt médical et chirurgie, de faire une intervention en s'entraînant sur des mannequins, mais c'est aussi pour nous, en termes de pharmaciens, lorsqu'on va faire de l'éducation thérapeutique ou confronté à des pathologies chroniques ou lourdes, de pouvoir s'entraîner comme ça sous forme de jeu de rôle, avec pour le faire au mieux et d'acquérir des compétences avant de le dérouler de manière concrète. Donc il y a vraiment toute une gamme. La simulation, effectivement, comme vous l'avez dit, est assez large, puisqu'en fait on va avoir des jeux de rôle, on va avoir des théâtres forums qui est assez proche des jeux de rôle, on va voir tout ce qui est serious game, la partie réalité virtuelle, maintenant l'escape game qu'on a développé aussi ici. Le gros avantage en pharmacie, c'est qu'on a moins besoin, comme en médecine et en chirurgie, de gros mannequins qui est assez coûteux. Donc finalement, on a moins de contraintes de locaux et de matériel, ce qui nous permet ensuite de développer sur un périmètre assez large, ou chimiothérapie par exemple. Mais maintenant, de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en pharmacie clinique pour préparer des entretiens ou l'éducation thérapeutique, par exemple. Est-ce que pour vous, qui avez maintenant une certaine expérience, la simulation est l'avenir de la formation en pharmacie ? En fait, les différentes approches pédagogiques, chacune ont leur intérêt et leurs limites. Le présentiel en amphi a un avantage, c'est qu'on peut toucher des grosses promos. Par contre, effectivement, c'est peu interactif. L'e-learning, qui remplace de plus en plus la partie présentielle, permet d'apporter des fondamentaux, pareil à très grande échelle, permet d'évaluer via des quiz, des QCM, voire des cas cliniques pour que ça soit plus pertinent. Donc l'idée, c'est plutôt de combiner les différentes approches pédagogiques, c'est-à-dire gagner du temps avec des fondamentaux, soit réglementaires, soit pharmacologiques, par exemple, en présentiel ou en e-learning, ce qui laisse le temps à la simulation ensuite, tout ce qui est plutôt ce qu'on appelle les compétences non techniques, les relations avec le patient, les communications entre équipes ou le management, où là, par contre, effectivement, la simulation a un réel plus, voire est la seule méthode finalement d'apprentissage de mise en conditions réelles. Les serious games sont un peu intercalés, c'est-à-dire que ça permet aussi de se mettre en situation, mais quand même de pouvoir toucher des promotions un peu plus grandes. Donc finalement, l'idée, c'est plutôt de construire un cursus, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, en combinant les différentes approches pédagogiques. Donc il y a chacune a des intérêts. La simulation, par exemple, un des défauts, ou en tout cas des limites de la simulation, c'est qu'il faut que, on va le faire avec 8-10 apprenants. Donc si vous avez des grosses promos de 150 ou de 200 personnes, ça va être un peu compliqué de mettre en place. Donc chacune a, je pense, des avantages, des inconvénients, mais tout ce qui est non technique, communication patient, et la simulation a vraiment trouvé son plus, que ce soit en initiale ou en formation continue. Est-ce qu'il va y avoir encore de grandes évolutions dans les années à venir pour la formation professionnelle en pharmacie ? Là, comme je l'ai dit, c'est en combiné. Il a Lille qui avait développé pas mal la partie serious game. Il a tout ce qui est grand test aussi, qui a développé des outils, SimOfficine et autres. Donc voilà, il y a ça. Il va avoir la réalité virtuelle également qui rentre petit à petit dedans. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment des réelles évolutions. Évolution plutôt, c'est-à-dire que ça rentre vraiment dans le côté, nous ce qu'on essaye en tout cas de le faire ici, c'est plutôt en formation continue, je dirais in situ, de manière régulière, pour acquérir ou pour partager, par exemple au niveau du GHT, on a ouvert des centres de simulation aux autres pharmaciens, collègues du GHT pour pouvoir échanger, pour améliorer nos pratiques de manière harmonisée. On va commencer pareil de faire de l'interpro avec des médecins, notamment la partie gériatre. Donc l'organisation, les nouveautés, je pense que ça sera plutôt l'intégrer dans nos pratiques pour que ce soit vraiment finalement une habitude, quelque chose justement de banal finalement, d'apprentissage de manière un peu plus classique. Donc ça ne sera pas, je pense, une évolution technologique, et continuer par contre à améliorer le côté
bonnes pratiques de la simulation, notamment le débriefing, comment évaluer l'impact d'une séance de simulation. Donc ça, oui, là on a encore des progrès à faire. Alors pour finir ce podcast, je voulais, Rémi, aborder avec vous la place des réseaux sociaux dans notre activité professionnelle. Alors vous êtes particulièrement actif sur certains réseaux sociaux avec un nombre important de followers. Quelle doit être pour vous la place des réseaux sociaux dans la pratique professionnelle ? Alors moi je suis relativement actif sur Twitter, pas trop sur Facebook. Alors en fait on était tombé, moi j'avais commencé Twitter avec ma casquette SFPC dans une réflexion qu'on avait diversifié un peu la communication au niveau de la SFPC. Donc très rapidement j'ai ouvert aussi le compte perso et après j'ai ouvert d'autres comptes plutôt ciblés. Donc il y a 2 projets santé environnement, le projet Muse et le projet Please. Donc j'anime aussi leur compte Twitter et le L2SP qui a plutôt la partie innovation recherche du pôle pharmacie. Alors au début, c'était pas pour faire comme tout le monde qui s'y lançait, donc c'est vrai, c'était plutôt une notion de découverte. Assez rapidement, on a montré quand même l'intérêt de ces réseaux sociaux. Donc il y en a plusieurs. Un, c'est être visible. Donc là, on reste sur le domaine com. La recherche d'informations, parce que de plus en plus, même des structures officielles communiquent, comme la HAS ou des instances, communiquent beaucoup plus fréquemment et rapidement sur, par exemple, Twitter. Les autres, je connais un peu moins. Donc finalement, on a des informations beaucoup plus rapidement et plus complètes que les sites web ou si on n'est pas abonné aux newsletters, par exemple. Ça permet aussi de connaître un peu les avis des uns des autres, donc ce qui permet un peu une veille. Donc maintenant, il y a des outils que pilotent des sociologues, par exemple, et qui ont montré que justement, en analysant les messages, que ce soit sur Twitter, Facebook et autres, c'est finalement un niveau de sentinelle pour détecter même les épidémies de grippe, de gastro, des choses comme ça. Donc c'est assez puissant. Moi je pense qu'il faut vraiment l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire bien cibler finalement les comptes qu'on suit, parce qu'il faut que ça soit de l'information. Ça prend énormément de temps, donc l'idée c'est comme une revue biblio en fait. Moi c'est un peu en termes d'organisation perso. Donc là j'animais encore récemment, je continue encore en attendant celui qui va prendre le relais, donc au niveau du compte Twitter SFPC. C'est complémentaire dans un plan com. L'idée, c'est de pousser finalement une information à la fois auprès des abonnés ou autres, à la fois sur le site internet, sur Twitter, sur Facebook. Les messages sont différents. Sur Twitter, par exemple, c'est très flash, donc il faut qu'il y ait un peu une image, un texte court, un peu accrocheur, donc on est plutôt sur le côté un peu journalistique. C'est pas là où il a le fond. C'est pour ça qu'on met des liens web pour relier ensuite le message de fond. Donc c'est plutôt pour passer des infos ou faire envie pour ensuite en savoir plus et s'orienter vers le site internet par exemple. Donc c'est tout à fait complémentaire. C'est pour animer aussi des communautés, donc s'ouvrir bien sûr sur les juniors. Donc depuis 1 an et demi à peu près, on a une commission junior au niveau de la CFPC qui est chargée de travaux bien sûr scientifiques, mais aussi de cette partie com. Donc là c'est un côté aussi ouverture et une communication qui est un peu différente. Avec les freins qu'on a comme tout canal de communication, tout le monde connaît la problématique des fake news, des réseaux sociaux qui peuvent circuler ou sous protection entre guillemets d'anonymat ou de pseudo-anonymat, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc je pense que c'est comme une revue biblio, il faut cibler finalement les sources, un peu d'intérêt, puis sur le compte perso, c'est à la fois essentiellement professionnel, mais c'est aussi des choses éventuellement qui sont un peu plus personnelles que j'essaie de diffuser et autres. Voilà, donc je pense que c'est une vraie source, à la fois en termes de communication pure, de recherche d'informations, et pour aussi pousser des informations, se positionner sur des messages qui nous tiennent à cœur, que ce soit avec la casquette SFPC ou personnel ou de nos projets. Voilà, cet épisode se termine. Merci beaucoup Rémi Collomb d'avoir accepté l'invitation. On a pu échanger ensemble sur différents sujets de la pratique pharmaceutique. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Pharma Clinique. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.